On avait terminé la dernière fois sur cette expression, cette conclusion, à savoir que l'existence est une relation et que selon que l'on conçoit l'existence à partir d'une philosophie de l'un ou à partir d'une philosophie de l'être, comme nous y avons insisté, cette relation peut être une altération. Oui. C'est-à-dire que l'existant devient autre à chaque instant, comme si chaque instant s'ouvrait sous ses pas comme un trou béant et qui s'abîmerait dans un fond sans fond. C'est vraiment l'expression de la pensée contemporaine heideggerienne et qui a son enracinement dans une philosophie comme la pensée de Maître Eckhart, par exemple. Donc, ce qui peut nous aider à partir de là, c'est de revenir à ce que dit Boès, à savoir que l'essai provient, dit-il, de la forme. Provient, c'est-à-dire ex. L'essai, c'est un essai ex. La forme, donc, ici est définie comme ce à partir de quoi et par quoi l'être est. Elle est, pour citer Boès, en latin, ex qua esse est. Ce par quoi l'être est. Donc la forme, et quand on dit forme, on peut comprendre par forme aussi l'essence, c'est-à-dire ce qui est. L'essence permet de définir une chose et dire ce qu'elle est. La forme, donc, l'essence de ce qui est constitutive, puisque l'essai provient de la forme. C'est un essai ex forma, ex qua esse est. À partir de la forme, et par elle, est quelque chose. Donc la forme, ici, c'est ce qui rend présent ce qui est à partir d'elle. L'être, et ici il faut entendre être, vous voyez, comme ce qui est. Et vous vous souvenez qu'on avait fait une distinction entre être et être de ce qui est. Gardons toujours cela à l'esprit. L'être, donc ce qui est, dérive en quelque sorte et s'extrait de la forme comme ce qui se rend présent. Ce qui se rend présent. Tout ce qui est provient de la forme. Omne namque esse ex forma est. L'expression esse ex laisse clairement entendre que l'être n'est pas la forme, mais ce qui est à partir de ex et par ex qua la forme. Ce qui provient de la forme est donc ce qui est rendu présent par elle, ce qui se rend présent par le sens du verbe wesen. Vous vous en souvenez? Et cela nous intéresse. Wesen, ce qui rend présent, que Heidegger utilise pour désigner l'être. En fonction de ce qu'on vient de dire, de la forme, comme ce d'où et par quoi vient l'être, on peut dire que l'essence s'essencie. Vous voyez, en inventant un néologisme. L'essence s'essencie, pourrait-on dire. Oui. C'est-à-dire que l'être qui se réduit à ce qui est, se réduit à ce qui est, non au sens où il s'identifie à la forme, mais au sens où il se rend présent à partir de la forme. Donc la forme ou l'essence est constitutive au sens où elle rend présent ce qui est à partir d'elle. L'être, ce qui est, en quelque sorte, dérive et s'extrait donc de la forme comme ce qui se rend présent. Ici, la distinction entre essence et être n'apparaît pas. Elle est comme absorbée dans cette idée d'une forme qui se rend présente, une essence qui s'essencie. L'être est tout ce qui est formé. Alors Jean-Christophe Bardou, vous vous en souvenez, j'ai mentionné son œuvre importante et qui nous est fort utile, sur l'existence, et sur l'existence comme exposée au Moyen-Âge. Jean-Christophe Bardou résume cette pensée en ces termes, je cite, « Boès chercherait à concilier ici une ontologie, donc une philosophie de l'être, mais de l'être comme ce qui se rend présent, une ontologie de la forme,
Donc, vous voyez, ici, l'ontologie de la forme, c'est bien ce que la forme rend présent à partir d'elle. Une ontologie de la forme avec les exigences d'une pensée de la création, en faisant de la forma non plus le noyau le plus essentiel de l'étang, mais son principe originaire, si ce n'est sa cause. Fin de citation. Donc ici, on voit que l'être n'est pas le fondement de l'étang substantiel composé de matière et de forme, conformément à la doctrine illémorphique d'Aristote. Ici, ce qui est constitué à partir de la forme exclusivement, non à partir de la forme individuée par une matière. C'est une doctrine que vous devez bien connaître, cette substance qui n'est une substance que si elle est composée d'une matière et d'une matière qui n'est jamais sans la forme et d'une forme qui n'est pas sans la matière. L'être, ici, résulte d'une substance constituée de matière et de forme. Alors que Boès, plus influencé par Platon que par Aristote, c'est une ligne assez platonicienne de mettre l'accent sur la forme, puisque, vous le savez, pour Platon, la forme, c'est la seule réalité, l'aidos. Nous voyons donc ici qu'une distinction s'opère, non pas entre l'essence et l'être, l'essentia et l'essai, comme on le verra. Nous voyons qu'une distinction s'opère entre id quid est, ce qui est, et id quod est. Le latin ici nous est utile parce qu'il est précis. Une distinction s'opère entre la quiditas et ce qui résulte de la quiditas, c'est-à-dire finalement entre l'essence et l'essentier, comme j'ai dit, c'est-à-dire entre ce que c'est et le fait d'être ce que c'est. Donc, il n'y a pas de distinction entre la quiditas, l'essence, et l'essai, l'être. Essai, ici, se confond, comme on l'a vu, avec existentia, au sens où l'essai est réduit au fait de se présenter là à partir de la forma. Il est esse ex. Ici, esse et existentia tendent à se confondre. Il est un esse ex forma, c'est-à-dire à partir uniquement de l'essence. Il est considéré à partir de l'essence, de la forme uniquement. Autrement dit, ce n'est pas l'être qui est le quo est, c'est-à-dire ce par quoi la chose est, mais c'est la forma. C'est la forma, ou l'essence, qui est le quo est, c'est-à-dire ce par quoi la chose est. Vous voyez, la nuance est importante. L'être de la chose, ici, ne s'ajoute pas à elle, venant du dehors, pour constituer l'étang comme son quo est. Alors, vous voyez, il faut bien se familiariser avec ces... On l'a vu, ne vous découragez pas, il faudra revenir sur ce lexique de l'être, l'existence, l'étang, l'essence, avec le latin, donc quo, c'est ce par quoi une chose est, le quod, c'est ce que une chose est, le quid, c'est ce qu'elle est. Bien, en résumé, Boès définit la forme, c'est-à-dire donc le quid est, la quiditas, comme ce à partir de quoi et par quoi l'être de l'étang est, et qui est ce qui en résulte, c'est-à-dire le quod est. Le quod est, on peut dire que ce serait plutôt le fait d'être. Et si on considère l'existentia comme un fait, l'étant jeté là devant, c'est un fait, c'est un fait, au sens où la déchéance, le déchet, comme dit Heidegger, de l'être là, qui est là comme ultime avènement, et au terme d'un épuisement de cette sortie hors d'eux. Donc la forma est ce par quoi l'être est, ex qua esse est, et ce de quoi l'être provient, esse ex forma est. Mais la question que cette doctrine peut nous poser, c'est de savoir comment l'être, s'il est l'être de l'étang, et nous affirmons que l'étang est, comment l'être, s'il est l'être de l'étang, peut-il provenir d'autre chose que de l'être, c'est-à-dire, dans la doctrine ici exposée de Boès, de la forme.
puisque l'être vient de la forme. Et donc ici, il y a une question intéressante. Comment l'être peut-il venir d'autre chose que de l'être? Boès nous dit que l'essence est le principe originaire, voire la cause de ce qui est, de ce qui se présente à partir d'elle. Donc l'essai n'est pas, par conséquent, ce qu'il y a de plus profond dans les temps et le fond du dedans, comme on l'a vu, comme chez saint Thomas d'Aquin, nous le verrons. L'essai ne désigne pas la forme dans laquelle et par laquelle seul l'étant concret se réalise. Et ici, évidemment, Thomas ne fait que prolonger l'aristotélisme, en l'enrichissant, comme on le verra à sa manière. L'essai, ici, se distingue de la forme ou de l'essence. Et vous voyez que notre thème, notre sujet, l'essence et l'être, ici, prend, si j'ose dire, forme. Notre question se précise. L'étant, dans cette perspective de cette philosophie de l'être, de l'essai, qui ne se confond pas avec la forme, l'étant n'existe effectivement, et il faut prendre ici le mot effectivement au sens fort, d'effet, de réalité concrète, l'étant n'existe effectivement qu'en étant composé d'essence et d'être, de matière et de forme, de puissance et d'acte. Ce qu'il est, quod, et de l'essai par quoi il est. Le quo. Ouais. Ici, le quo, c'est l'essai. Ce n'est pas l'essence. La forme seule n'est donc pas ce par quoi l'étant est, le quo est, c'est-à-dire la cause d'être de l'étant. L'étant substantiel, la substantia, ici prenons ce mot au sens large, l'étant substantiel n'a pas l'être à partir de la forme uniquement. Pour l'aristotélisme, la substance ne reçoit l'être qu'en étant composée de matière et de forme, qu'en étant constituée de matière et de forme, pouvant être donc une substance individuelle, parce que la forme dans la substance est individuée par la matière, constituée donc comme une substance individuelle, prête à recevoir l'essai et à le recevoir comme un don. Ça soulève une question de l'origine de ce don, et on verra toute cette philosophie de la donation qu'on a évoquée déjà par ailleurs. Alors ici, comme on le voit, ce qu'on vient de dire rapproche la notion d'existence de la notion de relation. Et on va s'arrêter un peu à cette notion de relation qui est extrêmement importante en philosophie. Pour l'aristotélisme et pour l'aristotélisme médiéval, l'étant substantiel jouit d'une autonomie propre en vertu de ce que Thomas d'Aquin appellera un actus essendi, un acte d'être, qui justement est reçu comme un don. Car d'où vient-il cet être, n'est-ce pas? C'est la question. Comment se fait-il qu'il y ait quelque chose et non pas rien, vous en souvenez? C'est une question lancinante qui est à l'origine de la question métaphysique. En fait, c'est la question métaphysique par excellence. L'être, nous l'avons vu, est indivis. Il est indivis en tant qu'être. Indivis, c'est-à-dire un. Nous en souvenons. L'unité, c'est l'indivisibilité. Et l'être est indivis en tant qu'être. Nous l'avons vu parce que l'être ne peut pas se diviser en être et en non-être. L'être indivis, donc en tant qu'être, confère à l'étant son unité. Donc l'unité de l'étant qui est composée de matière et de forme, de puissance et d'acte, d'essence et d'être, est une unité. La substance est une unité. Et ce qui fait l'unité de la substance, c'est l'être. Le fait qu'elle soit. C'est-à-dire donc son indivisibilité. Donc, indivisible et indistincte en soi, la substance, ou l'être substantiel, l'étant substantiel, j'aime bien prendre toutes ces expressions de manière équivalente. Donc, indivisibilité et indistinction en soi de la substance, de l'être substantiel, cet être n'en est pas moins divisé au sens d'être distinct des autres étangs.
Il n'y a donc pas un seul étant, fût-il individu, et donc individuel. Il n'y a pas une totalité indistincte, une unité absolue, à la manière de Parménide. Il y a une pluralité d'étangs, et une pluralité d'étangs distincts les uns des autres, en ce sens que l'un n'est pas l'autre. Mais étant multiples et distincts, ils sont en relation entre eux. Question de savoir quelle est la nature de cette relation. Or, Aristote nous dit, la relation est un accident, et en tant que telle, elle n'est pas substantielle. Elle est prédicamentale, c'est-à-dire qu'elle peut se prédiquer des étangs substantiels, mais sans se confondre avec la substance qu'elle présuppose. Donc la relation est un accident, et comme vous le savez, pour l'aristotélisme, l'accident est un nessein, un être dans. L'accident n'a d'être que dans la substance, et il ne se confond pas avec la substance. Eh bien, la relation est un accident, et en tant qu'accident, il ne saurait se confondre avec la substance. Mais on le verra, la relation est un accident à part, parce qu'il n'est pas seulement un essein, un être dans la substance, mais son être est un être ad, un être vers. Vous voyez déjà la relation apparaître ici comme ce qui va vers un autre. Et vous voyez aussi ici déjà le lien que l'on pourra faire entre relation comme un essai ad et l'existence, comme un essai aussi ex. Parce qu'en effet, la relation suppose une provenance et une destination. On verra, la relation suppose deux termes. Mais Aristote, vous vous souvenez, à la suite de Platon, mais surtout aussi comme héritier des présocratiques, constatait que si tout change, la réalité ne serait que pure relation, justement, elle ne serait qu'un rapport de rapport où tout serait relatif à tout. Or, et c'est ce sur quoi Platon et Aristote en particulier, en élaborant son concept de substance doucia, Aristote distingue l'être substantiel comme étant ce qui est sous, ce qui se tient sous ce qui change, et ce qui change, ce sont les accidents. Les accidents peuvent changer, mais la substance ne peut pas changer au sens où elle ne peut pas devenir autre chose qu'une substance, que ce qu'elle est, disons. Un accident, en tant que tel, ne peut donc être que dans un autre, inessé dans la substance, et c'est pourquoi la relation n'est pas une substance, et la substance ne saurait se confondre avec la relation, puisque la relation est un accident, c'est-à-dire donc une propriété, s'ajoutant à la substance de l'extérieur, en la qualifiant, certes, en la déterminant, mais sans atteindre le noyau, si on peut dire, substantiel de l'être, de l'étant qui demeure. Ainsi, dans les catégories, Aristote définit la relation à partir des choses, des relatifs, des choses qui sont en relation entre elles, des termes de la relation. Ce sont des choses qui sont relatives. Je le cite, on doit appeler relatifs seulement les termes dont l'être, dont la réalité, est d'être vert. D'être vert. Prosti en grec, ad aliquid en latin. L'être, vert, est quelque chose. Fin de citation. La relation est donc un vers quelque chose, un prosti, un ad aliquid. Et elle exige, en tant que relation, donc deux termes relatifs. En soi, la relation n'est véritablement qu'en étant un rapport d'une réalité à une autre. Elle ne peut, vous voyez, elle ne peut par conséquent s'affirmer que comme un rapport et un rapport entre deux réalités, et non seulement comme étant inhérente à la substance,
comme les accidents, qui, eux, comme la grandeur ou la qualité, la quantité ou la qualité, le blanc, une qualité inère à la rose blanche, ou à la feuille de papier blanche, ou à cette veste blanche. Et donc, c'est une qualité qui est inhérente à une chose. Donc l'accident n'a de réalité qu'en étant inhérent à cette rose, à ce papier, à cette veste. Et la substance en tant que telle, la substance de la rose, de la veste, du papier, est une et indivisible en tant qu'être substantiel. On avait dit, on l'a vu, l'être substantiel est individuel. Il n'existe pas en ce sens qu'il sortirait de lui-même et deviendrait un autre, puisqu'il ne peut pas devenir un autre étant donné qu'il est indivisible. Il est un. Et c'est l'unité de l'être qui unifie tout ce qui compose un être substantiel, sa matière, sa forme. Et donc, sans l'être, l'étant substantiel, la substance, non, sans l'être, l'étant, la substance, serait divisible à l'infini. Il serait pure décomposition, projeté, jeté hors de soi sans cesse, dans le vide. Il serait séparation, éloignement, dispersion. Et la relation elle-même n'aurait plus rien à relier. Tout s'éparpillerait. Donc la relation, comme vous le voyez, est un thème extrêmement important et a attiré l'attention de tous les philosophes. Dès le départ, nous avons étudié Héraclite. Héraclite au VIe siècle avant Jésus-Christ est le premier à avoir médité sur la relation en profondeur. La relation comme étant constitutive de la réalité qui n'est que lutte entre les contraires. Passage d'un contraire à l'autre, vous vous en souvenez, un contraire n'est un contraire que s'il nie son contraire. La négation et l'affirmation, pratiquement, constituent la relation. Vous avez aussi les pythagoriciens au Ve siècle avant Jésus-Christ. Eux, ils distinguaient un absolu substantiel, puis les opposés, et enfin un prostie, c'est-à-dire se vers quelque chose. Le prostie, c'est-à-dire quelque chose vers quelque chose, en grec, se dit en latin ad aliquid. Aliquid, c'est quelque chose. Et plus précisément, la liquide, on l'a déjà vu, le mot aliquid vient de aliud quid, qui est autre chose qu'un autre, une chose qui n'en est pas une autre. Donc le prostie des Grecs devient l'ad aliquid des Latins, et en particulier de Boès, Abélard, Saint Albert le Grand, et que Saint Thomas, Duns Scotus et Occam appelleront la relatio, qui traversera les siècles suivants sous le nom de relation. Dès le début du XIVe siècle, Pierre d'Oriol, un philosophe assez notable, dès le début donc, du XIVe siècle, Pierre d'Oriol affirme que la relation est dans l'esprit, non dans les choses. Ah, tiens, ici, il y a une nuance importante. Pierre d'Oriol est un prédécesseur d'Occam, Guillaume d'Occam, dont il annonce le conceptualisme. Occam qui finira par rejeter l'existence même de toute relation, comme on le verra. Et tout cela est donc extrêmement important et même d'une grande actualité, une grande actualité philosophique. La mise en relation, dans cette perspective que Pierre d'Oriol a inaugurée, la mise en relation se confond avec l'acte même de l'esprit, de l'intellect, qui consiste à comparer, à juger. Vous voyez le rapport entre relation et comparaison. Telle est la doctrine qui prévaudra dans la modernité. Vous vous en souvenez, pour Kant, penser, c'est juger. Et juger, c'est relier. Et plus proche de nous encore, un Bergson écrira, je cite, « Une relation est une liaison établie par un esprit entre deux ou plusieurs termes. Un rapport n'est rien en dehors d'une intelligence qui rapporte. » Fin de citation, c'est tiré de l'évolution créatrice. La relation n'existe donc dans cette perspective qu'entre des objets de pensée, pas entre des termes réels. Relation entre des objets de pensée, et elle-même, la relation, est un objet de pensée.
Plus encore, elle est la pensée même se donnant des objets. Et d'ailleurs, vous vous en souvenez, pour Kant, ce serait une catégorie a priori de l'entendement. La relation s'opère donc dans la pensée et non entre les choses. Vous voyez la distinction importante. Les choses, à l'extérieur, sont dans la confusion. Vous vous souvenez qu'un héritage de Guillaume d'Occam, qui est aussi un philosophe de l'un, ne l'oublions pas, des uns plus précisément, les choses, c'est innommable, comme dira Sartre, pour bien vous rendre compte de la persistance de cette tradition de pensée. Les choses sont des unités. Et en tant qu'unité, nous le savons, on ne peut rien affirmer d'elles. On finirait avec leur unité, en émettant un jugement, en disant que cette chose est ceci. Ce serait d'être une unité. C'est pourquoi les choses, on ne les connaît pas. Les choses, à l'extérieur de l'entendement, sont dans la confusion, innommables, inconnaissables, comme la chose en soi de Kant, qui, vous le voyez, est aussi dans la même tradition de pensée. La relation résulte donc de l'activité de l'esprit. Il s'ensuit qu'elle n'est pas réelle. Elle se réduit à n'être qu'une comparaison conceptuelle, sans enracinement dans des réalités substantielles qu'elle devrait relier. Le philosophe qui a réfuté cette thèse selon laquelle la relation ne serait qu'une vue de l'esprit, c'est-à-dire, en termes techniques, une relation de raison conceptuelle, et non une relation réelle. La relation, dit Thomas d'Aquin, est constituée comme relation indépendamment de la considération de l'esprit. Elle est réelle, au sens où elle requiert une distinction entre les choses, et non entre des concepts. Je cite, la relatio realis distinctionem rerum requirit. La relation réelle requiert la distinction des choses. Rerum, la res. Ainsi, toute relation réelle repose sur un substrat et ne se confond jamais avec ce substrat. Autrement dit, aucune relation ne flotte comme cela dans l'air. Aucune relation ne repose sur une autre. Aristote avait repoussé l'existence de relations autonomes, c'est-à-dire une relation sans base, sans terme. Une relation sans terme, aux extrêmes de la relation, est exclue. La relation, je cite, ne peut être conçue sans quelque autre chose qui lui sert de sujet. Rien en effet n'est ou grand ou petit, beaucoup ou peu, ni d'une manière générale, relatif, qui ne soit quelque autre chose, tout en étant beaucoup ou peu, grand ou petit, ou relatif. Fin de citation. Bien. Il faudra revenir sur cette proposition, cette citation, pour en saisir le sens, qui signifie qu'il n'y a pas de relation sans substance. Aucune substance, de son côté, ne peut être une relation. Oui. Donc pas de relation sans substance, pas de substance qui se réduirait à une relation. Et vous voyez déjà, vous sentez bien qu'une substance qui se réduirait à une relation serait cette existence que nous avons étudiée comme ce qui sort de nulle part, qui va nulle part, qui est pure relation sans terme. Donc aucune relation ne s'identifie avec une substance. Quand je vous passerai le texte, je vous passerai la référence du De Potentia de Thomas d'Aquin, dans la question 8, où il parle dans l'article 2 de cette doctrine. Donc, puisque la relation est un accident, elle n'a pas d'existence autonome, elle ne peut faire, par conséquent, fonction de substrat, de support, de substance, de soutien, quoi que ce soit. Accidens per se non potest esse subjectum alterius accidentalis, quia non per se est. Un accident n'est pas par soi, il ne peut être un sujet, un substrat. Donc la relation n'est pas une vue de l'esprit pour Thomas d'Aquin. Je tirais ça de la somme théologique de la question 77 de l'article 2
de la partie 3. Je vous donnerai tout ça de toute façon en son temps. D'accord? Donc la relation n'est pas une simple vue de l'esprit, elle est réelle, parce qu'elle repose sur la substance, sans se confondre avec elle, comme on vient de le voir, parce qu'elle n'est pas percée, mais sans laquelle il n'y aurait pas de relation. Aucun accident n'est par soi, non per se est, c'est ce que l'on vient de voir. Aucun accident n'est par soi, une distinction objective conçue par l'intellect seulement ne peut établir une relation réelle. Pourquoi? Parce que les accidents, donc la relation, ne peuvent s'attacher qu'à un être subsistant. Alors j'ai ici une autre citation en latin, tirée du Contra Gentiles, la partie 4, le chapitre 14, qui dit ceci: Esse eius proprium, l'être propre de la relation. Esse eius, relationniste entre parenthèses, c'est-à-dire l'être propre de la relation, virgule, quod substantiae superadit, qui s'ajoute à la substance, quod substantiae superadit, virgule, non solum dependet, non seulement dépend ab esse substantiae de l'être de la substance, sed etiam ab esse, mais aussi d'un être alicuius exterioris, mais aussi de quelque être extérieur, c'est-à-dire des termes, vous voyez, les termes de la relation. D'abord, ça va se clarifier. L'accident, on l'a dit, est in. Cependant, la relation n'est pas seulement, comme on l'a dit, un in. C'est un accident particulier, en ce sens que c'est un ad aliquid, un être vers quelque chose. Oui. Alors que l'être substantiel, la substance, est en soi et n'est ni esse ad, ni esse in. Si l'étant substantiel était un esse ad aliquid, donc un esse ad aliud autre, hein, s'il était un esse ad aliud, c'est-à-dire uniquement relation, si l'essai, si la substance, n'est-ce pas, si l'être substantiel n'était que ad aliud, c'est-à-dire une pure relation, il ne serait plus être, il serait autre que l'être, c'est-à-dire non-être. Vous voyez, ici, on serait donc dans cette existere qui sortirait de nulle part pour plonger dans nulle part. Et l'instant, comme je dis, ne serait que ouverture, abîme, un abîme qui appellerait l'abîme. Or, la relation est distincte de la substance, de l'être substantiel. En vérité, mais ce n'est pas là la question que nous voulons aborder, elle ne s'identifie à la substance, la relation, qu'en Dieu, en raison de la simplicité absolue de l'être divin. En Dieu, la relation est une substance. Elle subsiste. Seul en Dieu, la relation est substance. Il s'ensuit que les relations personnelles ne sont pas des accidents au sein de la vie trinitaire d'un Dieu qui est trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais dans les créatures, essence et être, accident et substance se distinguent. Aucune substance ne peut être une relation, et aucune relation ne peut être substance. C'est pourquoi il est intéressant de faire le rapport entre le créateur et la créature, entre Dieu laissé percer subsistance et l'être de la créature, qui est fini. Donc la relation est réelle. Elle n'est pas simplement une relation de raison, comme Auriol l'avait préconçu. Une relation réelle exige des extrêmes, qu'ils soient réellement, et qu'ils soient réellement deux.
Et donc, la relation, qui suppose cette distinction des extrêmes, ne peut pas introduire cette distinction dans la substance. Car dans la substance, indivise, indivisible, il ne peut pas y avoir de distinction réelle. Au sens où, disons, on l'a vu, une substance est composée. Ce qui est distingué intellectuellement demeure uni ontologiquement dans la substance. Donc, ces relations entre les deux termes permettent de distinguer la relation de Dieu aux créatures comme n'étant pas réelle en Dieu, parce que Dieu ne dépend pas d'un terme, d'une relation. En revanche, la relation des créatures à Dieu est réelle, car elles dépendent intrinsèquement, de par leur nature de créature, elles dépendent de Dieu. Vous voyez, ce qui permet de comprendre ce qu'est la relation réelle, qui suppose deux termes, car l'un n'est pas sans l'autre. Alors que Dieu peut être sans la créature ne peut pas être sans Dieu. C'est pourquoi la relation n'est pas réelle en Dieu, et que la relation en Dieu est une relation qui se confond avec sa substance, alors que dans la créature, la relation est réelle parce que sans Dieu, la créature ne serait pas. Donc tel est le sens de l'existence de l'étant créé. Elle est esséade en ce sens qu'elle est relative à l'essé subsistens per se, divin. Les relations créées, dit Thomas d'Aquin, ont l'être le plus faible, un esse debilissimum, par rapport à la substance qui a un être qui est le plus fort, qui est le plus résistant. En effet, la relation, on le voit, elle est faible parce qu'elle est très dépendante, précisément. Les relations créées sont in esse dans l'être substantiel, en tant qu'esse ad, être vert, et elles s'en distinguent sans se séparer totalement. La relation est donc bien réelle dans les créatures, mais n'est transcendantale, si l'on peut dire, qu'en Dieu, transcendantale au sens où elle traverse tout l'être de Dieu sans se séparer, sans que Dieu se sépare de lui-même, si on peut dire, sans que l'être se divise. J'ai évoqué Guillaume d'Occam. Occam, lui, va nier la relation, puisque pour lui, il n'y a que des parties éparses. Il n'y a pas de tout. Ou plutôt le tout, ce sont les parties, c'est-à-dire des unités atomiques dont on ne peut rien affirmer sans remettre en cause leur unité, comme j'ai dit. Unité, donc, et simplicité en Dieu, mais multiplicité et composition dans les créatures. C'est là une distinction qui recoupe la distinction radicale entre esse in se et l'esse ad aliud. Distinction entre l'absolu, si vous voulez, et le relatif. La relation, le pressant, n'est pas une opposition absolue entre les relatifs. C'est une opposition relative, précisément. En ce sens que les termes qui s'opposent ne s'excluent pas, comme les contraires d'Héraclite, qui sont le fruit de la guerre, qui ne peuvent s'affirmer qu'en se niant réciproquement. Ah non, ici, un relatif est ce qui se tourne vers l'autre. Il est prosti, on a dit, ad aliquid. Il n'est pas en soi, mais tourné vers l'autre, et sans être la substance. Cette opposition relative suppose une relation entre des termes qui s'appellent l'un l'autre. L'existence qui serait pure relation ne serait pas substantielle, puisqu'elle serait, comme on l'a vu, une incessante sortie hors de soi, un esse ad. La relation ne peut pas être sans la substance. Si elle était sans la substance, elle plongerait l'existence dans cette esse ad qui consisterait à sortir sans cesse de soi, à être ce pur mouvement vers un autre que soi, qui serait peut-être même un mouvement vers un autre que soi qui le viderait comme soi. Si vous avez aussi une allusion à ces deux visages, n'est-ce pas, qui se regardent réciproquement et qui ne sont que l'un par l'autre. Ce qui ne peut s'appliquer à l'être, l'existence non substantielle, qui serait pure relation, c'est-à-dire mouvement vers un autre que soi, ne peut s'appliquer à l'être en tant qu'être,
qui est individu. 1. Car la relation ne renvoie pas le même au même. Elle le renvoie à un autre toujours. Et le relatif est tout entier vers l'autre. Et pour être aussi faiblement soit-il, il a besoin de l'autre tout entier, tourné vers lui à son tour. Pourquoi c'est un être faible? Il est faible parce qu'il est dépendant. Donc le relatif est tout entier vers l'autre, et pour être aussi faiblement soit-il, en tant qu'il est dans la dépendance de l'autre, il a toujours besoin de l'autre tout entier, tourné vers lui également. Autrement, il ne pourrait exister comme relatif à l'autre. Le relatif ne peut exister qu'en fonction d'un autre auquel il est relatif et de qui il réclame qu'il soit aussi relatif vis-à-vis de lui. Parler de ce face-à-face. Ce qui est totalement vers l'autre ne peut l'être parfaitement que si cet autre est lui-même totalement vers lui. La relation implique donc deux termes corrélatifs. Le relatif en tant que relatif n'est un relatif que si un autre lui est relatif. Cette dépendance définit bien la faiblesse d'être de la relation. Elle détermine la relation comme un esse debilissimum, un être d'une débilité extrême. Trop faible pour s'affirmer seul, elle réclame que deux termes existent réellement aux extrêmes. Donc, on le voit, ces deux termes, pour être, puisqu'il s'agit de relations réelles, posent la question de savoir quel est le fondement commun, car ils exigent un fondement commun en tant que relatifs l'un à l'autre. En effet, ils ne peuvent se confondre avec la substance, on l'a vu, parce que tournés vers l'autre, ils ne peuvent se confondre avec la substance qui est la même qu'elle-même, qui est en soi, et non pas comme l'accident dans un autre, et encore moins comme la relation qui est vers l'autre. Donc la question se pose de savoir quel est le fondement de la relation réelle. En vertu de quoi est-elle réelle? La relation ne se fonde, on l'a vu, aucunement sur le rapport de la pensée à elle-même, sur le rapport de l'intellect à lui-même. La relation ne se fonde aucunement en fonction de la pure intellection. On a vu, la relation de raison doit être distinguée de la relation réelle. Thomas d'Aquin enseigne que rien ne se rapporte objectivement à soi-même. Et il qualifie la relation d'identité comme un pur produit de la raison qui relève donc de la logique. Relatio identitatis non erit relatio realis sed rationis tantum. Il ne peut y avoir qu'une relation réelle entre des étangs réellement distincts. C'est la raison pour laquelle il ne peut y avoir de relation réelle entre les éléments qui constituent la substance, c'est-à-dire la matière et la forme. Et ça, c'est aussi important. Pourquoi? Parce que la substance ne peut pas être composée de substance. La substance est indivise. Et donc, ce n'est pas parce que nous le pensons que tous les éléments constitutifs de la substance, matière et forme, puissance et acte, essence et être, sont en relation entre eux. Autrement dit, si nous concevons tous les éléments constitutifs de la substance comme étant en relation entre eux, on ne peut concevoir cette relation comme étant une relation de raison, et non une relation réelle. Vous comprenez maintenant, parce que, évidemment, sinon la substance serait composée de substances. Et nous l'avons dit, seul l'intellect distingue ce qui demeure uni ontologiquement dans la substance. Donc ça, c'est un point important. Il n'y a pas de relation réelle de la substance à elle-même. Il ne peut y avoir de relation qu'entre deux êtres réels ordonnés l'un à l'autre. Portet ergo in ipsis rebus ordinem quemdam esse. Il y a un ordre dans les choses. In ipsis rebus ordinem. Si les êtres se rapportent les uns aux autres réellement, et non seulement en idée,
il faut bien qu'il y ait en eux autre chose que, et ça c'est une remarque assez subtile, il faut bien qu'il y ait en eux autre chose que, je cite, ce selon quoi ils ne se rapportent pas les uns aux autres. C'est-à-dire, selon quoi ils ne sont pas pure relation, à savoir leur être substantiel. Aucune réalité, en effet, ne peut être en rapport avec une autre si elle n'est pas en elle-même ce qu'elle est, et ce qu'elle est substantiellement, un étant. Elle serait sinon une pure relation, sans terme, non substantielle donc. Elle serait identité inquiète, sans cesse à reconquérir, à reconstituer, une désappropriation de soi qui nécessiterait une réappropriation constante, à la manière du rapport entre les contraires dans la guerre qu'ils se font chez Héraclite. L'existence consisterait alors en un processus. Elle se réduirait à la pure relation sans origine et sans terme relatif, puisqu'elle serait condamnée à ressurgir sans cesse d'un fond sans fond. C'est-à-dire qu'il y aurait, comme l'avait conclu Occam, il n'y aurait plus de relation du tout. L'abîme appelle l'abîme. Et vous vous en souvenez, cette pure relation à soi et constitutive de soi, elle était le propre de la conception hegélienne de l'esprit qui se reconquiert, qui se reconstitue, et également de cette unité cuséenne, unitrine, qui sort d'elle-même, creuse en son sein une distance qu'elle doit vite combler par le retour sur soi. Alors que dans une philosophie de l'essai, la substantialité de l'étant a le primat sur la relation. La relation ne constitue pas la substance. Elle n'est là que pour relier une substance à une autre. Et elle est bien réelle parce qu'il y a plusieurs substances, une pluralité de substances. Et qu'une substance ne se réduit pas à une monade atomique isolée. Elle est toujours en relation avec une autre substance. Et ceci a des conséquences aussi sur la philosophie politique, sur la conception de la société, sur le rapport entre les êtres. Soit la société est une juxtaposition atomique d'individus sans relation les uns avec les autres, sans communion, sans participation commune, on peut dire, ce qui fait que les individus ne formeraient une société que par le contrat justement qui les réunirait pour créer cette société qui ne serait plus naturelle à l'homme, comme pour Aristote qui développe une pensée de l'homme comme un vivant en société parce que le semblable est attiré par son semblable, naturellement. Le semblable aime naturellement son semblable, parce qu'il y a un lien entre les êtres, entre les étangs, entre les substances, en particulier évidemment entre les hommes qui sont des personnes, justement, parce que ce sont des substances individuelles, comme dit Boès, de nature rationnelle, reliées par le logos, qui fait que chaque personne n'est pas un être isolé. Toutes les personnes sont en relation les unes avec les autres. Un individu, un Robinson Crusoe, n'est qu'une utopie. Un être qui pourrait être seul serait un dieu, dit Aristote. Donc c'est intéressant. La relation est bien réelle, et elle est bien une réalité qui relie les substances entre elles, et non pas simplement une conception, une comparaison conceptuelle qui ferait que le lien entre les individus serait d'ordre théorique uniquement, contractuel, oui, en ce sens. Ils ne seraient donc pas des êtres naturellement sociables. Bon, ceci dit, je ferme la parenthèse sur cette conséquence pratique d'une conception d'une substance qui serait isolée, sans relation. Donc ici, il n'y a pas de place pour un pluralisme monadique dans l'absence totale de relation. Toutes les substances sont en relation les unes avec les autres, mais aucune n'est pure relation avec soi-même, en ce sens qu'elle est indivise. Donc, les éléments constitutifs de la substance, matière et forme, acte et puissance, essence et être, sont en relation les uns avec les autres,
mais selon une relation de raison. L'un n'est pas l'autre, et l'un n'est pas sans l'autre. Autrement dit, ce ne sont pas des propriétés extérieures s'ajoutant à la substance du dehors, comme les accidents. Elles désignent des éléments constitutifs de l'étant substantiel, reliés entre eux du dedans, si je puis dire, par l'être justement qui unifie tout ce que l'étant est. Donc l'essai n'est pas relation à soi comme à un autre. Les principes constitutifs de la substance ne sont pas des réalités en relation entre elles. Elles sont comprises comme une relation de raison. L'étant sans l'être existerait en sortant de soi, donc, en venant d'ailleurs, et exprimerait une sorte de dégradation, de dispersion dans une multiplicité chaotique qui serait une division à l'infini, une négation de toute unité qui serait le fruit de la négation de l'être. Et dans cette perspective, tout ce qui est existerait, sortirait de on ne sait d'où, éjecté dehors par une force. On avait conçu cette idée d'une force qui serait l'un lui-même repoussant tout ce qui mettrait son unité en péril en s'ajoutant à lui comme l'être. Et donc cette force négatrice, n'est-ce pas, néantisante, qui expliquerait cette sortie hors d'eux, qui ferait de l'existence un être jeté dehors. Or, la relation n'est pas pur rapport à soi. Elle engage le rapport de la substance à son autre, mais ne se substitue pas à la substance. L'autre avec lequel la substance rentre en relation ne remet pas en question l'unité ou l'être de la substance. La substance ne devient pas autre. Elle est autrement, mais pas autrement qu'être, comme dit Lévinas, justement. Elle subsiste, elle se tient starée, sous ce qui change. Elle subsiste de manière stable et permanente. Pas une présence qui se trouve là, n'est-ce pas, comme résultant de cette forme qui s'est essenciée, de cette essence qui s'est essenciée en se rendant présente, mais d'une présence finalement qui est condamnée à s'absenter, une présence sans l'être, finalement. Serait exister, et donc exister dans le cas où, justement, la substance et l'étant est, exister, ce n'est pas cesser d'être. C'est être de manière limitée par ce que l'essence détermine, conformément à ce que l'essence détermine en étant l'essence qui contracte cet étant à être ce qu'il est, en vertu de cette essence. Donc il n'y a pas de substance sans relation, comme il n'y a pas de substance sans accident. Les accidents sont justement des déterminations, des limitations, mais qui ne sont pas en soi, mais seulement dans la substance, que l'être fonde dans l'unité. Une existence sans l'être serait réduite à la condition d'un accident suspendu dans le vide. Et en se détachant d'un accident, la substance ne se détache pas pourtant de soi. Elle demeure en elle-même, telle que l'être la pose hors du néant, du non-être. Donc l'existence n'est pas un mode de l'être au sens où l'être se réduirait à un essai ad, à un accident finalement. Il ne faut pas confondre mode et accident au sens où l'accident est ce qui arrive du dehors, alors que le mode inhère à ce qui est. Bon, l'être, avons-nous dit et répété, n'existe pas. Il est dans le fond de l'étang, ce qui permet à l'étang d'être en relation avec d'autres étangs sans cesser d'être lui-même, sans cesser d'être. Voilà ce que l'on pourra retenir peu aujourd'hui, en sachant que cela va demander encore de longs développements assez difficiles sur ce thème de la relation. J'espère que tout ça va se clarifier en revenant sur ce que j'ai dit, en revenant sur le texte, en allant aux citations. Et bon, et si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas, c'est le moment ou jamais.